Alors, merci et bonjour à tous et pardonnez-moi d'être comme Serge à distance. Moi, c'était pas un conflit d'agenda, c'était un conflit de congrès. Comme vous voyez le décor ici, je suis pas chez moi, je suis à la Maison de la Chimie où sont organisées les 70e journées que mon ancien service de la Riboisière organise depuis 70 ans donc. Et je voilà, me pouvais pas manquer cet anniversaire, ce qui explique que je sois ici et non chez vous à Marseille, ce que je regrette. Comme Francis vous l'a dit, je focaliserai mon regard sur la certification et sur les référentiels euh, par la lunette de l'accréditation et on va voir ensemble comment les spécialités dites à risque ont intégré la démarche d'accréditation de la HAS dans leur référentiel de certification. Euh, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer ici. Alors, la certification, quelle histoire? Quelle histoire? C'est un long parcours depuis l'instauration de la formation médicale continue en 1996 jusqu'à la certification périodique. Ce long parcours est en fait une course d'obstacles qui a été semée de pas mal d'embûches, comme nous l'avons tous vécu, avec un empilement de dispositifs, un empilement de réglementations, comme on sait si bien le faire en France. Euh, et il en résulte malheureusement une visibilité assez mauvaise pour les praticiens, d'où une faible adhésion. Et je prendrai comme exemple le DPC, puisque les chiffres officiels indiquent moins de 20% de médecins ayant validé au moins un cycle triennal de DPC. Et je vous rappelle que depuis le début, il y en a eu 4. Et puis le tout sans réel contrôle, sans réelle conséquence sur la pratique. Heureusement, toutefois, les médecins ont appris à se former sur le tas grâce à leur participation finalement assez régulière à des congrès, à des enseignements post-universitaires, à des groupes de pairs, à des réunions de concertation pluridisciplinaires, à des lectures de revues, pour ne mentionner que quelques-unes de nos modalités de formation et d'entretien de nos connaissances. Alors, comment construire un édifice solide? Je reprends ici le concept cher à la FSM des briques pour vous montrer donc qu'il y a eu successivement dans l'histoire qui a conduit à la certification la brique de la formation médicale continue en 96, la brique de l'EPP, évaluation des pratiques professionnelles ou analyse des pratiques professionnelles par la loi de 2004, puis la brique de l'accréditation HAS en 2006, puis la brique du premier DPC en 2009, puis la brique du nouveau DPC en 2000, pardon, c'était pas en 2009, c'était en 2016, et enfin, tout ceci pour aboutir à la certification périodique après le rapport dirigé par le doyen Serge Usan en 2018, l'ordonnance de 2019, puis les étapes de 2021, et comme Serge l'a rappelé, le début officiel le 1er janvier 2023. L'objectif, c'est de concevoir une démarche qualité globale, intégrant intelligemment les dispositifs précédents, tous ceux que je viens d'énumérer, comme des briques d'une maison qualité. C'est un concept cher à la FSM et à son comité PPC. Donc, dans une maison qualité, dans un portefeuille global géré au fil de sa carrière par le médecin, avec l'appui de son CNP et sous le contrôle de l'ordre des médecins. L'accréditation dans tout cela, c'est, comme le rappellent les textes officiels, une démarche volontaire conçue en 2006, pilotée par la Haute Autorité de Santé, avec l'aide d'organismes accréditeurs, ces fameux OA, agréés par la HAS. Ceci, unique pour chacune des 18 spécialités dites à risque, se compose de pairs en activité. Les listes de ces spécialités dites à risque varient en fait d'un site à l'autre, ce qui m'a un peu étonné quand j'ai fouillé dans différents sites, notamment gouvernementaux ou celui de la HAS, avec même au passage quelques incohérences comme la présence de la chirurgie générale qui figure sur la liste des spécialités à risque
du site Gouv, mais qui n'a ni CNP ni référentiel de certification. Donc en fait, il y a 11 spécialités chirurgicales, bien sûr la vôtre, mais aussi la chirurgie orthopédique, la chirurgie de l'enfant, la chirurgie plastique et réparatrice, la chirurgie cardiaque et thoracique, la chirurgie vasculaire et endovasculaire, digestive, gynécologie obstétrique, neurochirurgie, ORL, chirurgie cervico-faciale et urologie. Deux spécialités de réanimation, l'anesthésie réanimation et médecine périopératoire et la réanimation médicale. La réanimation médicale qui a en fait une composante adulte qui est représentée par le CNP MIR et une composante pédiatrique qui est représentée par le CNP de pédiatrie. Et puis 5 spécialités dites interventionnelles qui ne sont pas spécifiquement chirurgicales, mais à risque au titre de risques liés à des activités d'intervention, la gastroentérologie, la cardiologie interventionnelle, l'ophtalmologie, la pneumologie et la radiologie. Donc voilà dressé le tableau, le cadre général de l'accréditation et des médecins qui sont soumis à cette procédure, encore une fois pilotée par la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, donc, qui a une liste des organismes accrédités ces 18 spécialités, dont la vôtre, représentée donc par Maxilorisc, et je remercie ici Alexis Kahn pour son invitation à présenter cet aspect de l'accréditation dans la certification par mon exposé. Je rappellerai rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet accréditation, la méthode d'élaboration des référentiels, qui a été un travail collaboratif au sein du comité PPC de la FSM, conduit progressivement depuis plus de 10 ans et dans la continuité des réflexions et de la méthodologie depuis le développement professionnel continu. L'élaboration s'est faite en s'appuyant sur les parcours professionnels que nous avions élaborés à la FSM avec les CNP en 2020 dans le cadre du DPC, avec une base méthodologique donc définie pour les référentiels avec la Haute Autorité de Santé, prenant en compte les exigences des orientations scientifiques définies par le CNCP de la certification et des critères de labellisation et d'action proposés par la Fédération des spécialités médicales. Nous avons dans les référentiels décliné des éléments de contenu de chaque bloc selon les préconisations des textes et notamment du décret du 22 mars 2024. Ces blocs de certification périodique, vous les connaissez tous. Ils reprennent l'actualisation des connaissances et des compétences qui est en fait un avatar de la formation médicale continue que nous connaissions déjà depuis 30 ans, le renforcement de la qualité et des pratiques professionnelles qui découle directement de l'analyse des pratiques professionnelles de 2004, et puis 2 blocs nouveaux qui sont apparus pour la certification et qui ont surpris, voire inquiété, au moment de la rédaction des référentiels, certains CNP. Le bloc 3, amélioration de la relation avec les patients, et le bloc 4, mieux prendre en compte sa santé personnelle, euh, qui font donc partie de ces référentiels de certification. Le travail a été conduit par chaque CNP entre 2023 et 2024, avec en 2024 des réunions de discussion et d'harmonisation avec les CNP qui le souhaitaient et qui ont été coordonnés par la FSM. Et puis les projets de référentiel ont été finalisés et envoyés à la DGES en août 2024. Le retour de la DGES est arrivé en juin 2025, avec ensuite de nombreux échanges au cours de l'été dernier pour aboutir à une finalisation des référentiels qui ont été transmis dans leur version définitive le 29 novembre 2025 par la FSM, et l'ensemble des référentiels des 47 CNP, 42 CNP titulaires et 5 CNP associés, ont été envoyés ensemble à la DGOS. Ce qui a abouti à la publication de l'arrêté que vous avez vu paraître le mois dernier, fixant les référentiels et leur contenu le 26 février 2026. Voici donc le bébé, c'est-à-dire le document transmis par la FSM à la DGOS, et son certificat de naissance,
le décret du 26 février 2026. Alors, quelles étaient les recommandations de la Fédération des spécialités médicales pour l'inclusion, l'incorporation de l'accréditation dans la rédaction des référentiels? La Fédération des spécialités médicales et son comité PPC reconnaissaient que l'accréditation avait toute sa place comme élément constitutif du référentiel et que cette place avait la même valeur que les autres types d'actions, que ce soit DPC, les congrès, les registres ou encore d'autres types comme les RCP, les RMM, etc. Valider son parcours d'accréditation permet de valider au maximum une ligne pour chacun des 4 blocs. Nous revenons sur ce point un peu plus tard. L'accréditation individuelle ou en équipe peut être incluse pour les médecins en établissement de santé. Et si cette accréditation était une accréditation en équipe, il faut bien entendu faire la preuve d'un engagement individuel significatif puisque la certification périodique est une démarche individuelle et non une démarche collective. Alors, quand on regarde dans le détail, j'ai repris les référentiels pour chercher assez précisément les mentions de l'accréditation dans les référentiels, les prérequis de durée d'implication dans l'accréditation pour valider l'action dans le cadre du référentiel et les éléments de preuve. Donc, ce premier tableau vous montre l'inclusion de l'accréditation dans les référentiels de certification périodique. Vous voyez que pour les spécialités chirurgicales, 100% de ces spécialités mentionnent l'accréditation dans leur référentiel. Pour la réanimation, j'ai eu la surprise de constater que la réanimation médicale ne l'incorporait pas, alors que la partie pédiatrique de la réanimation l'incorporait, d'où ce résultat de 75%. Et pour les spécialités interventionnelles, l'une d'entre elles, l'ophtalmologie, ne figure pas l'accréditation dans son référentiel. Et puis j'ai eu la surprise de constater qu'une spécialité non à risque, si on peut dire, l'oncologie médicale, avait le choix, avait pris le choix de mentionner l'accréditation dans son parcours de certification. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, ce que l'accréditation représente dans les référentiels, elle est présente dans tous les blocs pour un peu moins de la moitié, dans au moins le bloc 1 et 2 pour 2 spécialités chirurgicales, le bloc 1 pour une et le bloc 2 seulement pour 3. Pour les spécialités de réanimation, tous les blocs sont présents pour l'anesthésie, réanimation, médecine périopératoire et seulement bloc 1 et 2 pour les pédiatres. Et pour les spécialités interventionnelles, vous voyez que c'est très réparti. Une mentionne tous les blocs, une autre mentionne les blocs 1 et 2, une troisième mentionne le bloc 2 seulement, et une, curieusement, ne mentionne que le bloc 4, comme l'oncologie le fait aussi. Le prérequis de durée d'engagement, la mention est précisée pour 8 des spécialités chirurgicales, 1,5 toujours cette dissociation de la réanimation médicale pour les spécialités de réanimation et 3 pour les spécialités interventionnelles. Et cette durée d'engagement est de 6 ans pour 5 des spécialités chirurgicales, avec d'autres durées ou des durées imprécises ou non mentionnées pour les autres. 6 ans également pour les pédiatres, 4 ans, c'est-à-dire la durée de la phase d'accréditation HAS, du cycle d'accréditation HAS pour l'anesthésie-réanimation. Et pour les spécialités interventionnelles, vous voyez que c'est essentiellement 6 ans ou 4 ans. L'élément de preuve justifiant l'action d'accréditation, elle est mentionnée presque pour tous et c'est essentiellement certificat ou attestation de la HAS, plus accessoirement une simple attestation de présence ou de participation. Et c'est assez logique de voir mentionner, concernant l'accréditation, le certificat ou l'attestation HAS d'accréditation comme élément de preuve, puisque qui termine son accréditation et valide son accréditation obtient automatiquement ce certificat de la Haute Autorité de Santé.
Comme je vous l'ai dit, les recommandations du comité PPC de la FSM étaient des recommandations assez simples, avec mention d'action des programmes des organismes agréés dans chacun des 4 blocs, un prérequis recommandé plutôt de 6 ans, soit la complétude de la démarche d'accréditation sur le cycle de certification périodique, et une attestation et un certificat d'accréditation délivré par la HAS. Ceci a été observé par 7 CNP, dont le CNP de chirurgie maxillofaciale, stomatologie et chirurgie orale, plus donc 6 autres. Euh, il était aussi possible au minimum de prendre en compte le bloc 2, c'est-à-dire le bloc euh, euh, analyse et amélioration des pratiques, avec ces 2 piliers HAS qui concernent pour le pilier 2 l'amélioration des pratiques et pour le pilier 3 l'amélioration de la sécurité des patients. Et donc là, 7 autres CNP ont opté pour cette solution plus simple, prenant en compte donc ne prenant pas en compte les blocs 3 et 4. Quelques remarques complémentaires de cette analyse. Seul le CNP de chirurgie viscérale et digestive mentionne le recours possible à l'accréditation dans le préambule de son référentiel et précise que l'accréditation valide une seule ligne dans chaque bloc sur les 2 lignes obligatoires, c'est-à-dire les 2 actions obligatoires pour chaque bloc, comme le rappelait Serge précédemment. Ce n'était pas une préconisation de la FSM d'inclure cette mention de l'accréditation dans le préambule, mais c'est intéressant de voir qu'un CNP y a pensé. En fait, un autre, c'est-à-dire la chirurgie de l'enfant, mentionne aussi que l'organisme d'accréditation a aidé le CNP à établir la liste des actions et le mentionne dans son préambule. Le CNP d'anesthésie, réanimation et médecine périopératoire détaille extrêmement précisément l'intégralité du programme de l'organisme d'accréditation qui s'appelle CFAR chez eux, avec toutes les actions des 5 piliers HAS de l'accréditation. Toujours dans les remarques complémentaires, je note que le CNP de chirurgie orthopédique ne prend en compte curieusement que la formation et pas du tout les blocs 2, 3 et 4, en particulier le bloc 2, qui pour les activités chirurgicales est quand même important. Le CNP de chirurgie de l'enfant propose un choix entre 2 types d'actions pour le bloc 2, soit la déclaration d'événements indésirables concernant la matériovigilance, le drainage ou la vigilance médicamenteuse, selon la préconisation de leur OA, soit une démarche d'accréditation individuelle de la HAS. Le CNP de pédiatrie préconise pour le bloc 2 la validation de l'accréditation, mais en équipe, pas de l'accréditation individuelle. Le CNP cardiovasculaire propose un choix à 3 options. Pour les cardiologues interventionnels, la complétude de l'accréditation accompagnée par l'OA pour une ligne du bloc 2. Mais pour tous les cardiologues, donc vous voyez que la cardiologie n'a pas limité l'inclusion de l'accréditation dans son référentiel qu'à sa seule partie interventionnelle. La participation en tant qu'expert ou organisateur de la mise en œuvre du dispositif de leur OA pour une ligne du bloc 2 ou l'engagement officiel au programme de leur OA pour une des lignes du bloc 3 ou 4. Et puis le CNP de pneumologie, curieusement, je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, ne mentionne que le bloc 4, c'est-à-dire santé personnelle, avec une démarche d'accréditation individuelle ou en équipe de type haute autorité de santé. On trouve aussi dans certains référentiels la mention spécifique dans leur bloc 2 de l'accréditation des médecins ou des équipes médicales en établissement, et ceci pour les CNP que je mentionne ici, qui ne sont pas que des CNP chirurgicaux ou concernés par la mention accréditation à risque, puisqu'on retrouve aussi la dermatologie, l'endocrinologie nutrition, la génétique clinique et V3TC, c'est-à-dire les vigilances transfusionnelles et de thérapie enfin, tissulaire ou cellulaire. Une mention de la formation expert d'accréditation proposée par la HAS et figure dans le référentiel de chirurgie de l'enfant. La mention spécifique de l'accréditation COFRAC, donc vous savez qu'elle intéresse les biologistes et figure dans le référentiel de génétique clinique de microbiologie d'hygiène.
des inspections de l'Agence de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le CNP, le référentiel du CNP de médecine nucléaire, et la certification HAS des établissements de santé est mentionnée dans les référentiels des CNP de médecine nucléaire, de microbiologie d'hygiène et V3TC. Enfin, on trouve une mention du terme accréditation en lieu et place de certification des HAS des établissements de santé dans le référentiel du CNP de médecine physique réadaptation. Et puis quelques autres remarques. Je suis très étonné de rien voir apparaître dans les référentiels des CNP MIR adulte et ophtalmologie, qui figurent pourtant sur la liste des spécialités à risque de la Haute Autorité de Santé, aucune mention de l'accréditation dans le référentiel. J'ai trouvé aussi bizarre que parmi les spécialités interventionnelles, seules la gastroentérologie et la cardiologie mentionnent spécifiquement leurs pratiques interventionnelles, qui ne sont pas mentionnées ni par la pneumologie, ni par l'ophtalmologie, qui ne fait pas mention de l'accréditation, ni par la radiologie. Et puis, j'ai trouvé intéressant d'observer que l'oncologie, spécialité non à risque, s'intéresse à l'accréditation et la mentionne dans son référentiel, curieusement seulement dans le bloc 4, mais en tout cas s'intéresse à l'accréditation. En guise de conclusion, je terminerai par 2 diapositives, un constat et quelques éléments personnels de réflexion. Le constat, c'est que dans la très grande majorité des référentiels des CNP, 92%, l'accréditation HAS est inclue dans le référentiel de certification périodique sans en faire l'élément unique de validation du parcours de certification. On note des nuances, je vous les ai soulignées dans mes remarques, traduisant des choix de CNP qui sont parfaitement respectables, qu'il faudra peut-être discuter avec les CNP dans les actualisations à venir des référentiels, mais en tout cas ces nuances ont été validées par la DGOS pour la publication des référentiels. Et puis j'ai été étonné par l'absence de la réanimation médicale pour sa composante adulte et de l'ophtalmologie qui incite d'aborder le sujet avec ces CNP, parce que l'accréditation est tout de même une vraie composante des référentiels de certification. Quelques éléments personnels de réflexion pour terminer. 2 points de cohérence ou d'incohérence, je ne sais pas très bien, mais je pense qu'il y a un peu d'incohérence à considérer que la chirurgie générale apparaît toujours dans la liste des spécialités à risque. Je me suis posé la question de l'existence de chirurgiens généraux. Il y en a peut-être encore dans certains déserts médicaux où les chirurgiens spécialisés dans l'urologie, le vasculaire, le cardio-thoracique ou la gynécologie obstétrique sont difficiles à trouver. Mais par contre, s'il existe des chirurgiens généraux, je ne sais pas à quel référentiel ils pourront se référer pour valider leur parcours de certification. L'ophtalmologie, j'ai trouvé bizarre qu'elle apparaisse dans la liste de la Haute Autorité de Santé comme une spécialité interventionnelle, mais pas chirurgicale. Je pensais que les ophtalmologistes étaient aussi, pour ceux qui opèrent nos yeux, nos cataractes, nos rétines, des chirurgiens. Et puis, il y a une ambiguïté dans certains termes qui ne facilite certainement pas la compréhension et qui induit certaines confusions. Euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une spécialité à risque, ou plutôt je ne sais pas ce que c'est qu'une spécialité sans risque. Je suis rhumatologue, j'avais des pratiques qui comportaient certains risques, infiltration, échographie, vertébroplastie. Pourquoi la rhumatologie et d'autres spécialités médicales ne sont pas considérées comme des spécialités à risque? Donc, j'en conclus que l'accréditation peut aussi intéresser des spécialités entre guillemets hors risque, et certains d'ailleurs l'ont mentionné dans leur référentiel de certification au titre de l'accréditation individuelle ou en équipe, ce qui est très intéressant. Et puis, dernière remarque, la certification périodique est une démarche individuelle des médecins, et on a vu apparaître dans certains référentiels des démarches
de certification réglementaire, comme le COFRAC, la certification de l'Agence de sûreté nucléaire ou la certification HAS des établissements de santé, qui sont des processus collectifs. Dans les échanges que j'ai pu avoir au moment de la révision des référentiels avant leur publication avec de nombreux CNP, ceux qui faisaient mention de ces certifications, j'ai toujours insisté beaucoup sur le fait qu'il n'était pas interdit d'en faire mention du tout, mais que si il en était fait mention, le fait de valider une action dans le cadre de la certification devait être assorti de la preuve d'un engagement fort individuel dans ces processus réglementaires de certification collective. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci au comité PPC, merci aux bâtisseurs des CNP et au président et au bureau de la FSM. Merci à Maxi Loris, dont je porte dans mes activités de bâtisseur, maintenant plutôt de bricoleur, un fort joli calot que m'a remis Francis. Et puis merci beaucoup à Francis, soutien indéfectible depuis 15 ans et copilote irréprochable. Merci à tous. Merci beaucoup, Philippe.